Nous sommes le 11 novembre, c'est un jour férié. Si vous avez des enfants, ils sont à la maison, ils ne sont pas à l'école évidemment. Il n'y a pas cours aujourd'hui, qu'ils soient au collège d'ailleurs. On va parler du collège, on va parler des collèges publics et des collèges privés. On va vous présenter ce nouveau concept qu'on a découvert cette semaine, l'indice de position sociale des collèges, notamment l'IPS. On va vous montrer que dans certains collèges, par exemple, les enfants sont plus ou moins favorisés. Est-ce que les élèves des collèges publics sont moins favorisés que les élèves des collèges privés? Nous allons en parler avec vous. Alors vous nous appelez 0826 300 300, où que soient vos enfants ou alors vos petits-enfants, quels que soient vos souvenirs d'ailleurs, ceux que vous avez gardés de l'école. On va en parler avec tous nos invités. On accueille avec plaisir Jean-Rémy Girard. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes président du SNALC, syndicat de l'éducation nationale et du supérieur. C'est important. Nous sommes également avec Nathalie Duval. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio, professeur agrégé et docteur en histoire contemporaine à l'Université de Paris-Sorbonne. Bienvenue sur Sud Radio. En duplex également avec nous, Luc Villet. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, également de la Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique, le SPEL, que vous en êtes le porte-parole. Avec vous, nous allons revenir, si j'ose dire, à l'école. Nous allons voir aussi ce qu'il y a derrière ces différents chiffres, parce que je le disais, Félix Mathieu, ce sont des chiffres qui ont été révélés cette semaine par le ministère de l'Éducation nationale. Il aurait voulu les garder pour lui. C'est l'indice de position sociale des écoles et des collèges. Le tribunal administratif l'a contraint à les dévoiler. Félix Mathieu, ces chiffres jettent une lumière assez crue sur un système qui semble, en tout cas, inégalitaire. Oui, cet indice de position sociale confirmerait un phénomène d'entre-soi des établissements où se concentrent les élèves de milieux aisés et puis d'autres avec ceux des milieux modestes. Concrètement, parmi les 100 collèges à l'IPS le plus élevé, on trouve 80% de collèges privés, mais parmi les 10% de collèges à l'IPS le plus faible, là on ne trouve plus que 3% de collèges privés. C'est dans le privé que se retrouvent donc les enfants de milieux grosso modo favorisés, même si ça ne prend pas en compte que le capital financier, mais aussi le capital socio-culturel. Il se retrouve notamment à Paris, dans les grandes villes. Ça dessine un système scolaire à deux vitesses, à tel point que si le ministère empêchait la publication de ces chiffres depuis 2 ans, c'était aussi pour éviter d'aggraver le phénomène, éviter d'encourager les parents aisés à contourner les établissements de leur secteur. Merci Félix Mathieu. Quelle est la part de réalité et quelle est la part de cliché? Évidemment, on ne va pas vous repasser aussi la chanson de Michel Sardou. Il y a toujours eu une bonne part de clichés. C'est un sujet qui a toujours passionné la France. On peut se rappeler aussi des grandes manifestations de 1984 qui avaient jeté des centaines de milliers de Français dans la rue. Qui va dans le public et qui va dans le privé? On en parle avec vous tous. D'abord, j'aimerais commencer avec vous. Vous êtes en duplex avec nous sur Sud Radio. Luc Villet, puisque vous êtes porte-parole de la Fédération nationale, je le redis, des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique. Quand j'écoute ces chiffres, j'ai l'impression qu'il y a des enfants plutôt aisés dans vos collèges. Est-ce que vous le confirmez ou pas? Alors, j'aime bien pratiquer la vérité des chiffres et des faits et je ne vais pas vous dire le contraire. Il est évident que dans les établissements privés sous contrat, les IPS sont plus élevés que dans l'enseignement public. Alors, il y a des raisons, c'est extrêmement compliqué, c'est financier, c'est géographique, c'est historique, c'est socioculturel. Il y a énormément de raisons, mais il est vrai que dans la moyenne, l'IPS des élèves du privé sous contrat est supérieur à celui du public. On ne va pas cacher la vérité. Ça, c'est un fait. Comment ça s'explique? C'est aussi ce qu'on va se demander avec nos Exactement. invités. Nathalie Duval, professeure agrégée, docteur en histoire contemporaine à l'Université Paris-Sorbonne. C'est une spécificité française qui a plusieurs décennies d'existence, voire plus d'un siècle d'ailleurs. L'école privée, justement. Qui va plutôt dans le privé et pourquoi on va dans le privé? Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais préciser le fait que mon université est Sorbonne Université, puisque depuis janvier 2018, Paris-Sorbonne a fusionné avec Pierre et Marie Curie. Exactement, et on félicite. Le groupe Sorbonne Université, et saluons les mariés, tous nos voeux de bonheur en tout cas. Voilà, pour répondre à votre question, donc l'enseignement privé libre existe depuis depuis l'Ancien Régime, je veux dire. Mais en fait, la liberté d'enseignement a été reconnue par la loi Guizot en 1833 sous la monarchie de Juillet, qui a sécularisé en fait l'enseignement public en imposant aux communes de créer une école publique qui puisse accueillir les enfants de familles populaires et qui a reconnu l'existence d'établissements libres, privés. Et Jules Ferry, lors des lois de 1881-82 au début de la Troisième République, aussi a reconnu et maintenu la liberté d'enseignement. Ça a toujours existé. Toujours concrètement, existé, oui. Il y a une certaine logique à ça.
hein, à première vue, Jean-Rémy Girard. On a deux systèmes qui cohabitent, mais pourtant qui sont assez proches. On enseigne la même chose à ce stade dans le privé et dans le public. Alors, le privé sous contrat et le public ont les mêmes programmes, et j'allais presque dire, ils ont les mêmes professeurs, puisque en fait, même si le concours porte pas le même nom, c'est le même concours. Donc effectivement, ce sont les mêmes épreuves. C'est les mêmes preuves, c'est juste pas les mêmes élèves. C'est justement pour ça qu'on fait cette émission. Que d'un côté, on a le concours du public, et puis de l'autre côté, il y a le concours du privé. Donc ces deux systèmes existent ensemble. Est-ce qu'ils cohabitent? C'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'effectivement, on le sait. Alors là, la publication des IPS vient en fait confirmer quelque chose qu'on sait déjà. C'est pas une grande nouveauté du fait que effectivement, les catégories socio-professionnelles les plus favorisées en moyenne aillent davantage dans le privé que les catégories défavorisées. Et c'est encore plus vrai dans les grandes villes, autour des grandes villes. Le cas de Paris est, de ce point de vue-là, très net. Le problème majeur, c'est qu'en fait, le public et le privé sous contrat ne jouent pas avec les mêmes règles. C'est ça, le problème de départ. C'est-à-dire que, effectivement, si on n'est pas content du public, on peut toujours essayer d'aller dans le privé. Absolument. Si à un moment, ça se passe mal dans le privé, il y aura toujours le public pour vous accueillir en désespoir de cause. C'est un service public. C'est le public. Et donc, en gros, vous êtes en train de me dire quoi? Que parfois, vous récupérez les cancres du privé? Oui, alors on n'utilise pas le mot cancre, mais vous le pensez effectivement, un élève exclu d'un établissement privé va se retrouver dans le public. Un élève exclu d'un établissement public va se retrouver dans un autre établissement public, généralement. Il y a quelques établissements privés très particuliers qui fonctionnent différemment, mais c'est vraiment une minorité de minorités. Là. Et on est avec vous sur Sud Radio d'ailleurs. J'aimerais vous entendre vos témoignages. 0826 300 300. Où est-ce que vous aimeriez que vos enfants aillent d'ailleurs? Plutôt dans le privé ou plutôt dans le public? Tout le monde a la parole. Venez nous dire, tiens, qu'est-ce qui guide vos choix? Qu'est-ce qui guide ces choix depuis toujours, Nathalie Duval? Parce qu'on a toujours, quand on pense à école privée, on pense à école catholique. Tous les établissements privés ne sont pas nécessairement catholiques, mais c'est quand même assez important. Pour quelles raisons, en général, on décide d'envoyer ses enfants au collège privé? Donc les familles, les parents décident d'envoyer leurs enfants dans un collège privé parce que les raisons le plus souvent invoquées sont l'attention particulière plus grande qui est assurée par l'encadrement professoral. On est mieux encadré? Oui, c'est parce que les enseignants sont plus impliqués, travaillent davantage en équipe. C'est ce qui est souvent apprécié, reconnu. C'est aussi un gage de sécurité. Des parents financent la tranquillité pour que leurs enfants enseignent, travaillent dans les conditions les plus sereines possibles. C'est aussi l'occasion pour ces familles de vouloir, pour les familles modestes aussi, qui inscrivent leurs enfants dans le privé sous contrat. Le hors contrat aussi peut être pris en compte. On en reparlera d'ailleurs du hors contrat. On rappellera aussi la différence entre les deux. Disons de proposer un cadre qui permette à leurs enfants une ascension sociale par la réussite de leurs études. Et justement, parlons-en avec Luc Villet, qui est avec nous, de la Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique. Pourquoi on vient dans le privé en général? Écoutez, je crois que Madame a parfaitement résumé la situation. Alors, je pas pareil. Je pratique la vérité des faits. Il y a effectivement parfois un phénomène d'évitement dans certains quartiers, dans certaines zones particulières. On préfère mettre son enfant dans le privé parce qu'on le sent plus en sécurité. Disons-le crûment, il y a certains collèges publics qui font fuir les parents. Alors, je dirais pas forcément... À tort ou à raison, je suis pas en train de porter un jugement de valeur, mais manifestement, c'est ce que vous dites. J'entends bien, mais je dirais pas forcément collège. En tout cas, le quartier, l'environnement socio-économique fait que certains parents préfèrent envoyer leurs enfants dans l'école privée, sous contrat. J'ai aussi noté effectivement l'investissement des équipes pédagogiques, qui est vrai. Il y a dans l'enseignement catholique, qui représente à peu près 96% de l'enseignement privé sous contrat en France, il y a un fort investissement des équipes. Après, il y a des raisons financières, effectivement. On va nous dire fatalement, parce qu'on le dit à chaque fois, qu'il faut avoir du fric pour aller dans l'école catholique. Alors, c'est vrai, l'école catholique coûte un petit peu d'argent aux familles, on ne va pas cacher la vérité. Au contraire de l'école publique. Il faut savoir, mais il faut savoir
qu'il y a une distinction au niveau de l'éducation nationale, du ministère, entre le privé et le public. C'est-à-dire que les enseignants sont payés par la puissance publique, le forfait d'externat est payé par la puissance publique, mais il n'est pas suffisant, il faut être extrêmement clair là-dessus, et qu'en plus, tout ce qui relève de l'investissement et tout ce qui relève des autres activités n'est pas pris en charge par le ministère. Ce qui fait que mon rêve à moi, professeur dans l'enseignement privé catholique, ce serait d'accueillir plus de mixité, ce serait d'accueillir plus de jeunes dans plus d'endroits, mais nous n'en avons pas pour l'instant les moyens financiers. Je pourrais développer cela après si vous le souhaitez. Eh bien justement, on le souhaite, on est là pour développer les choses, mais avant ça j'aimerais revenir sur une chose que vous avez dite l'une et l'autre. Je suis un petit peu gêné parce que j'ai Jean-Rémy Girard devant moi. Vous avez parlé des parents qui vont souvent dans le privé parce qu'ils apprécient l'investissement des enseignants du privé et leur capacité à travailler en équipe. Ça laisse un peu croire que les enseignants du public ne s'investiraient pas. Ce qui vous bossez pas en équipe ou... Si, bien sûr que si. Bon. Je crois qu'il y a aussi un certain nombre disons-le de... aussi, Non, mais ça ne veut pas dire que les enseignants du privé... D'ailleurs, on a nous au SNALC, on syndique majoritairement des enseignants du public, on a aussi quelques enseignants du privé dans nos adhérents. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne que voit pas de différence majeure en fait en termes d'investissement. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que si des parents partent dans le privé et qui, parce qu'ils ont l'impression qu'on s'investit davantage dans le privé, c'est que certains de vos collègues du public ont une mauvaise image auprès des parents. Pas forcément, parce que il y a un certain nombre de parents dont les enfants ne seront jamais passés par le public, donc ils ont une image qui, de toute façon, n'est pas fondée sur la réalité. Mais pour le coup, le CNESCO, le Conseil national de l'évaluation du système scolaire, avait fait une étude sur le sujet, et Madame a parfaitement raison. La raison première que les parents donnaient, c'était la question de la sécurité. C'était pas la question de la qualité de l'enseignement, c'était la question de la sécurité. Pourquoi se sent-on a priori davantage en sécurité dans le privé plutôt que dans le public? Pourquoi fait-on davantage parfois confiance au privé pour s'occuper de nos enfants dans certains quartiers? En tout cas, on va en reparler avec vous tous. 0826 300 300. J'aimerais vous entendre d'ailleurs. Vous habitez peut-être dans une zone où il y a à la fois un collège privé et un collège public. À un moment ou un autre, vous avez été obligé de choisir. Qu'est-ce qui a guidé votre choix? Venez nous le dire, on vous donne la parole sur Sud Radio. À tout de suite. L'existence du collège privé face au collège public aggrave-t-elle en tout cas les inégalités sociales? C'est la question qu'on se pose justement. Le manque de mixité sociale, notamment dans l'enseignement libre, c'est-à-dire privé. On en parle avec tous nos invités. Jean-Rémy Girard, président du SNALC, syndicat de l'éducation nationale et du supérieur. Vous avez du public et un peu de privé aussi d'ailleurs dans vos adhérents, c'est important de le rappeler. Ça permet de dialoguer, c'est pas inintéressant. On est avec Nathalie Duval, avec qui on dialogue avec plaisir également, professeur agrégé et docteur en histoire contemporaine à l'université qui s'appelle désormais Sorbonne Université. Sorbonne Université, née d'une grande fusion à Paris. Luc Villet est avec nous aussi sur Sud Radio de la Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre et catholique. Et puis on vous attend au 0826 300 300. Est-ce que vous voulez mettre plutôt vos enfants dans le privé ou dans le public? Qu'est-ce qui guide vos choix? Avant, revenons aussi sur ce dont on parlait avant, les moyens alloués. Est-ce qu'on a davantage de moyens pour dispenser l'instruction à ses élèves dans un collège privé que dans un collège public? Peut-être demandons à quelqu'un qui est dans le privé. Luc Villet, quelle différence entre ce qu'on fait chez vous et ce qu'on fait dans le public? Alors, moi je voudrais dire une chose en préliminaire, si vous le permettez. Pour moi, les deux systèmes, privé sous contrat et public, sont pas antagonistes. On n'est pas des ennemis. Moi, je vois plutôt ça en termes de liberté. C'est inscrit, c'est pas inscrit dans la Constitution, mais c'est un principe constitutionnel quand même. Deuxièmement, on est complémentaires. Je veux dire, de toute façon, quand on parle d'exclusion d'un établissement, les exclusions des établissements privés sont devenues rarissimes. Le passage des élèves de l'un à l'autre est extrêmement fréquent. 50% des enfants français seront passés par le privé, alors que nous avons 2 millions d'élèves. Ça veut tout dire. Donc moi, j'aime pas tellement, permettez-moi de dire comme ça, qu'on oppose les deux régimes. On est complémentaires, on a envie de travailler ensemble. Et quand je parle de l'investissement des profs du privé, ça veut surtout pas dire que les profs du public ne travaillent pas ou travaillent mal. Mais c'était très bien que vous l'ayez. Voilà. C'était très bien que vous l'ayez répété, mais c'était aussi important de mettre de mettre des mots sur ce qu'on entendait. Donc c'est pour ça. Au-delà de une fois qu'on a dit tout cela, soyons là pour dialoguer justement, et c'est ce qu'on fait très bien. Quelle est, je vous repose la question, la différence de moyens entre le privé, on parle du sous-contrat, on fera des précisions plus tard sur la différence avec le hors-contrat. Est-ce que vous avez plus de moyens, vous, pour faire votre métier dans le privé que dans le public?
Bon, ça, écoutez, honnêtement, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Pour être très clair, le salaire des professeurs est payé par l'État, intégralement. L'État finance ce qu'on appelle le forfait d'externat, c'est-à-dire, sans les payer directement, les salaires des salariés de droit privé des établissements et l'entretien des locaux. Oui. En revanche, et c'est essentiel à préciser, l'État ne finance pas ou uniquement par subvention dans l'enseignement général et technologique tout ce qui relève de l'investissement, de l'immobilier et du caractère propre de l'établissement. L'État ne finance pas non plus la demi-pension. Exactement. C'est-à-dire que quand un jeune du public mange à la cantine, alors je taille à la louche, il va payer 3 euros. Dans le privé, il va payer 6 voire 7 euros. Donc c'est plus cher. Eh oui, la première dépense des familles dans l'enseignement privé sous contrat, c'est pas du tout les frais de scolarité, ce sont les frais de cantine ou d'internat le cas échéant. Ce qui explique peut-être d'ailleurs ce qu'on est en train de signaler avec les chiffres qu'on a récupérés, c'est que vu que ça coûte plus cher aux parents d'avoir leurs enfants dans le privé, ça explique aussi que les parents soient en moyenne plus aisés que ceux qui ont leurs enfants dans le public. Mais au-delà de ça, tiens, j'aimerais qu'on pose la question à quelqu'un qui a son enfant, l'un de ses enfants à minima, dans le privé. Boris nous écoute depuis le Val-de-Marne, où on écoute Sud Radio sur le 99.9 FM. Bonjour à vous, mon cher Boris. Bonjour à tous. Vous nous appelez au 0826 300 300 depuis Créteil. Votre fille est dans le privé, c'est ça ? Absolument. J'ai mis ma fille dans le privé. Nous étions donc sur Créteil dans un très bon quartier où l'école de quartier était plutôt bien notée. Mais on s'est retrouvé dès la primaire confronté à des problèmes de relation avec les différents élèves qui ont lancé du prosélytisme religieux en fait. Et on s'est retrouvé face à l'impossibilité de la direction de l'école de pouvoir réagir à ça et de juste. Alors, quand vous parlez de prosélytisme religieux et d'atteinte à la laïcité, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup débattu, mais revenons-y. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans le public pour que vous en partiez concrètement ? Ma gamine se faisait harceler parce qu'elle mangeait pas de porc, parce que. On lui reprochait de ne pas manger de porc, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est les anniversaires, pas d'invités. Enfin, bon, voilà, un enfant qui commence à être mis à l'écart, alors que c'était au final une minorité qui posait ce problème-là, mais l'absence de réaction au niveau de l'école a fait qu'ensuite elle s'est retrouvée harcelée par ces groupes-là. Ce qui est étonnant, c'est que quand j'entends votre témoignage, vous nous dites en gros, j'ai fui le public pour le privé parce qu'il y avait trop de religion presque à l'intérieur du public. Ce qui paraît presque paradoxal, Boris. Non, mais c'est exactement ça, et c'est ce qui nous a beaucoup choqué, parce on avait sélectionné soigneusement le quartier dans lequel on s'installait, on avait sélectionné par rapport à l'école et la carte scolaire l'endroit où on allait s'installer. Maintenant, on fait 20 minutes de voiture tous les jours pour l'emmener dans un bon, maintenant elle est passée au collège, mais dans un collège catholique où on n'a pas du tout le même type de problématique, quoi. Et il y a moins de prosélytisme, en tout cas dans le collège catholique, d'après vous, que ce qu'il y avait en tout cas dans le collège public. C'est juste qu'il n'y en a pas. Ils ont des phases d'enseignement religieux où toutes les religions peuvent être enseignées. C'est pas bloqué, axé entièrement sur que l'enseignement catholique, mais l'ensemble est fait dans un esprit où on est quand même dans un établissement privé catholique qui fait que, à minima, tout le monde se respecte. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, merci. Et que les enseignants font respecter ça. Merci pour votre témoignage. En tout cas, Boris, bon courage à vous. On espère que ça se passe bien. En plus, ça cinquième à votre fille dans son collège privé. Et puis, continuez à nous appeler. Tiens, vous tous qui nous écoutez au 0826 300 300. Jean-Rémy Girard, on a parlé de la sécurité dans le privé qui, parfois, du point de vue des parents, risquait de faire défaut. C'est un peu ça qui arrive à Boris. Oui, tout à fait. On est dans, j'allais dire une fois encore, la raison première qui explique cela. Mais parce qu'on n'a finalement pas encore abordé le sujet de fond, qui est que la coexistence du public et du privé sous contrat, il ne s'agit pas de remettre en cause les enseignants du privé sous contrat, mais cette coexistence crée un dysfonctionnement du système éducatif global, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un système, le système public, qui ne sélectionne pas ses élèves, et un système, le système privé, qui lui peut les sélectionner, alors qu'il le fait parfois de manière différente, variée, variable, mais néanmoins, à l'arrivée, c'est quand même ça. Vous êtes en train de me dire, si je vais au bout, parce que vous le dites avec politesse, en plus vous avez des adhérents du privé aussi, mais en gros... ils le savent très bien. Très bien, mais en gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les élèves qui sont dans le public sont ceux dans le privé n'a pas voulu ? Non, pas forcément, c'est pas toujours ça. Il y a un peu de ça. Ça dépend beaucoup
de la situation géographique. On sait que le privé est beaucoup plus implanté dans certaines académies que dans d'autres, en Bretagne, dans les Pays de la Loire, à Paris, qui est la 3e académie d'implantation du privé sous contrat. Mais, une fois encore, on est en train de nous rebattre les oreilles, et c'est là-dessus que j'aimerais insister, sur les questions de mixité sociale. Notre ministre actuellement est en train de dire la mixité sociale dans les établissements, et on a un système qui déroge intégralement à la carte scolaire. On s'embête à faire de sorte de la dentelle de carte scolaire, alors telle rue doit aller ici, etc. Et il y a 20% des gens qui, on s'en fiche de savoir quelle rue ils habitent. Ça ne sert pas à grand-chose, parce que si à la limite on fait des cartes scolaires pour faire en sorte que tout le monde soit bien mélangé, si vous entendez Boris, il a choisi son logement en fonction du collège du coin. Puisque... Alors, la carte scolaire a des défauts aussi, on est entièrement d'accord là-dessus. C'est logique, mais de toute façon, il y a un système important, dérogatoire à cela, qui fait que aggrave en tout cas les inégalités sociales. Si je vous pose la question comme ça, c'est comme ça que vous le ressentez. Les inégalités sociales, c'est la première source d'inégalité sociale. Parce la différence publique, les bons élèves, ou en tout cas les enfants de parents plutôt aisés, sont partis en moyenne plus souvent dans le privé. On va en parler. La réponse dans un instant de Luc Villet sur Sud Radio. Nous sommes aussi avec Nathalie Duval, et vous aussi qui nous appelez au 0826 300 300 avec un témoignage dans un instant. Une maman dont les enfants sont dans le hors contrat. Quelle est la différence entre le sous-contrat et le hors contrat? Il y a des définitions qu'on va vous présenter aussi sur Sud Radio. Est-ce que vous voulez mettre vos enfants dans le public ou dans le privé, et qu'est-ce qui guide vos choix? Quelle est la différence entre les deux? Venez nous le dire, à tout de suite. L'existence de l'école, en tout cas du collège privé, aggrave-t-elle les inégalités sociales en France? Est-ce que les enfants de milieux plus favorisés ont tendance à tous aller dans le privé? Alors pas tous, mais en tout cas c'est ce que semblent laisser entendre ces chiffres qui ont été dévoilés par le ministère de l'Éducation nationale, contraint et forcé cette semaine. L'indice de position sociale des collèges. En gros, est-ce que le milieu social des parents des différents élèves est plutôt favorisé ou moins favorisé? Concrètement, ce dont on se rend compte, c'est qu'en moyenne, il est nettement plus favorisé dans le privé que dans le public. On en parle avec nos invités. Luc Villet de la Fédération nationale des syndicats des professionnels de l'éducation, de l'enseignement libre catholique. Nous sommes avec Nathalie Duval, professeure agrégée et docteur en histoire contemporaine, et Jean-Rémy Girard, président du SNALC, syndicat qui regroupe des enseignants du public comme du privé. C'est important de le souligner. Une autre invitée à qui on va donner la parole dans un instant, c'est Mathilde Bozano. Bonjour à vous. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes mère de famille, vous êtes dans les Yvelines. Vous avez décidé d'opter pour le privé hors contrat. Alors, avant de vous donner la parole, vous nous racontiez votre choix. J'aimerais qu'on fasse le point avec Nathalie Duval sur la différence entre l'école publique sous contrat et l'école publique... On va le refaire. La différence entre l'école privée sous contrat et la différence entre l'école privée hors contrat. C'est quoi la différence entre les deux? Cette différence existe depuis la loi Debré, qui date de 1959, qui permet à des établissements de choisir, ils ont le choix, les établissements libres, de choisir de passer sous contrat avec l'État en échange d'une aide financière apportée par l'État, mais qui les engage aussi à respecter un certain nombre de règles, comme par exemple les programmes de l'éducation nationale, mais qui leur permet aussi de conserver leur caractère propre. Et les établissements hors contrat, ce sont ceux qui ne veulent pas passer un contrat simple ou ne serait-ce que simple avec l'État, mais qui préfèrent conserver sa totale liberté pédagogique. Mais donc du coup, ils choisissent tout ce qu'ils veulent enseigner ou pas? C'est quoi la marge de manœuvre? Oui, ils choisissent les programmes en respectant néanmoins le socle, ce qu'on appelle actuellement le socle commun de connaissances et de compétences. Comme il y a tout dans le socle commun de connaissances et de compétences, ils peuvent être visités par des inspecteurs, mais ils sont libres de la façon dont ils enseignent les méthodes pédagogiques, le cadre, les valeurs. Ce qui fait que du coup, il y a beaucoup plus de différences entre les pédagogies des différents établissements hors contrat. Mathilde Bozano, toujours avec nous. Vos enfants, ils sont dans le hors contrat. Concrètement, comment ça se passe, leur éducation ? Alors concrètement, finalement, ils suivent un enseignement relativement classique, avec des programmes, un enseignement qui est structuré et chronologique. Des heures qui sont avec énormément de matières fondamentales. Simplement, peut-être que c'est un peu plus nourri encore, car il y a encore des enseignements comme le latin ou le grec qui sont proposés, qui sont de moins en moins dans les écoles publiques, peut-être. Donc ça, c'est une des différences, par exemple. Mais en revanche, c'est le même système, 6e, 5e, 4e, 3e, maths, EPS. Vous avez la même chose. Donc c'est pas le hors contrat le plus hétérodoxe, si je vous comprends bien. Tout à fait, mais j'avoue que moi, ce qui nous a permis avec mon mari de nous tourner vers le hors contrat, parce qu'on n'était pas pro hors contrat au départ, on a tous les deux suivi notre scolarité dans le public, vous voyez.
Et c'est l'effondrement des programmes scolaires. Moi, c'est plutôt ça qui Mais dans nous a le privé sous contrat aussi, du coup, si je vous comprends bien. Absolument. Et c'est donc pour ça qu'on a beaucoup réfléchi à savoir si on mettrait nos enfants dans le privé ou pas. C'est une question qu'on s'est posée. Simplement, comme le programme est le même, en fait, on s'est dit, non, quitte à devoir payer, puisqu'effectivement, c'est quand même un sacrifice budgétaire. C'est ça, ça vous coûte très cher, d'ailleurs. Ça nous coûte très cher, absolument. Ça nécessite des sacrifices pour des parents, c'est évident. Mais avec les écoles hors contrat, il est évident que là, on a vraiment une exigence pour le travail des enfants, le goût du travail bien fait. Et vous voyez, l'école dans laquelle se trouvent mes enfants, la devise est savoir pour contempler. Savoir pour contempler, pourquoi pas, mais en tout cas, vous avez payé très cher justement pour qu'ils puissent faire du latin et du grec, ce qui est plus possible au collège, quasiment. Hein. C'est ça ? Oui, alors c'est pas que pour le latin ou pour le grec, c'est plus pour une pédagogie d'ensemble qui développe le sens de l'effort et le goût du travail bien fait. Sous-entendu, c'est pas le cas dans le public pour vous. Restez avec nous, Mathilde Bejeanot. Je trouve. Effectivement. Nathalie Duval. Oui, je voulais ajouter le fait, pour compléter le témoignage de madame, c'est que récemment, en 2005, une association a été créée par Anne Coffinier. L'association crée son école. Anne Coffinier étant quand même une ancienne élève de l'école normale supérieure, un pur produit de la méritocratie républicaine, et qui a pris le risque, ne serait-ce que financier, mais aussi par rapport à son milieu, je dirais, de formation, de s'investir, parce que c'est plutôt mal vu, de s'investir dans la création de cette association qui accompagne des personnes qui souhaitent s'investir dans la création de ces écoles hors contrat. Mais on a quoi dans le hors contrat en tout ? Parce que plus de 1000 écoles. Voilà. Vous avez de tout. Vous avez des écoles privées laïques, des écoles confessionnelles, des écoles très conservatrices dans leurs valeurs et même dans leur façon d'enseigner les contenus des cours. Il y a d'autres des écoles plus innovantes. Aussi, il y a des écoles aussi qui enseignent en langue régionale, par exemple. On pourrait parler du réseau Diwan en Bretagne ou alors des calendrettes en Occitanie. Il y a un nom qui est souvent associé au hors contrat, c'est les écoles Montessori, par exemple. Exactement. Aussi, dont la plupart sont, enfin quasi toutes, sont du hors contrat. En fait, il me semble là qu'à ce point du débat, et j'entends parfaitement le témoignage de madame qui me semble refléter une réalité. Et là aussi, c'est important de s'appuyer sur le réel. Je crois que la priorité et l'urgence, c'est de remuscler le public. De remuscler le public et de faire quelque chose pour l'école publique, pour que l'école publique soit attractive. Que, effectivement, comme nous, on accueille, une fois encore tout le monde, on accueille les familles qui de toute façon, elles n'ont pas le choix d'aller ailleurs parce qu'elles n'ont pas l'argent d'aller ailleurs, et avec des élèves qui peuvent être beaucoup plus en difficulté également, il faut qu'on prenne cela en compte. C'est pour ça que nous, au SNALC, vous demandez le retour du grec et du latin pour la faire simple ? Alors nous, on aimerait déjà qu'ils ne disparaissent pas. Dans mon lycée, probablement d'ici 2-3 ans, c'est possible qu'il n'y en ait plus du tout, parce que c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Il n'y a pas de profs ou il n'y a pas de demande ? Ah non, on a des profs, on a les professeurs. Il n'y a pas de demande, et parce qu'en plus, les horaires auxquels on les met sont des horaires absolument atroces. Pardonnez-moi, et qu'il y a une réforme du lycée qui, en plus, ne simplifie pas du tout les emplois du temps. Il y a un paradoxe apparent dans ce que vous me dites, parce que d'un côté, j'entends des parents partent dans le privé, voire hors contrat, pour être sûr de pouvoir faire du latin et du grec. C'est l'exemple qu'on a choisi. Mais ils pourraient le faire dans le public. Mais de l'autre côté, la plupart des établissements publics, ils pourraient le faire. Oui, je sais, mais ce que vous me dites, c'est que si le latin et le grec, par exemple, est en train de disparaître dans le public, c'est justement parce que les élèves ou les parents n'en veulent pas. Donc pourquoi il y en a qui partent dans le privé pour en avoir, alors que dans le public, ils n'en veulent pas ? Parce que le profil d'élèves qui vont faire ces options a quand même beaucoup de ressemblances avec le profil d'élève qui va dans le privé. C'est ça. Donc on revient toujours à l'indice d'opposition sociale. Luc Villet, pardonnez-moi, je sais que vous voulez prendre la parole. Oui, je veux dire plusieurs choses extrêmement importantes. L'enseignement privé sous contrat, très bien. Il faut faire attention parce que je ne veux stigmatiser personne, mais dans le privé hors contrat, on trouve tout et n'importe quoi, y compris des établissements dont la priorité n'est pas l'enseignement. D'accord ? C'est quoi leur priorité ? Pour ceux dont vous parlez. Oui, on est bien d'accord, c'est ceux dont je parle, c'est pas la totalité. C'est les religions, tout simplement. Où le caractère religieux est extrêmement prégnant. Je connais des établissements où il y a 8 heures d'enseignement religieux par semaine. Il y a des établissements fondamentalistes, pas forcément, et pas uniquement catholiques en France, dans le hors contrat. Pas uniquement catholiques. Moi, j'ai volontairement cité aucune religion parce que
il y en a au moins 2 grandes religions françaises qui sont concernées par ce problème. Il y a des choses qui vous brûlent les lèvres, alors on va le dire, parce qu'on est sur Sud Radio, parlons vrai. Il y a des collèges hors contrat religieux, fondamentalistes, catholiques en France. Il y en a des musulmans aussi, il y en a peut-être des juifs aussi également. Absolument, il y en a aussi des juifs, bien sûr. Oui, bien plus sûr. récemment, oui. Comment vous avez fait votre choix sur le hors contrat en ce qui vous concerne, Mathilde Bozano? Alors, il se trouve que moi, le hors-contrat dans lequel se trouvent mes enfants est un établissement catholique qui correspond à notre confession. Donc, forcément, c'était quelque chose de tout à fait cohérent pour nous. Mais j'avoue que moi, ce qui m'a plu avant tout, ce sont les méthodes de travail. Et ça, les méthodes de travail, c'est vraiment quelque chose qui n'est plus enseigné en primaire. Et je le sais d'autant plus que, figurez-vous, que je travaille à l'Éducation nationale dans un collège, puisque je suis infirmière scolaire, dans un collège public, et je m'en rends compte aujourd'hui que les enfants, on ne leur apprend plus à travailler. Alors qu'est-ce qu'on leur apprend pas? Qu'est-ce qu'on ne leur apprend plus? Parce que quand vous dites on ne leur apprend plus à travailler, c'est vague. Je vais vous dire exactement, par exemple, le travail du soir est quasiment facultatif. Il y a même des devoirs où on leur dit ça c'est facultatif. Oui, c'est la loi effectivement, mais qui a évolué. Le travail du soir, par exemple, une leçon, on n'a plus d'exercice pour appliquer la leçon et pour s'assurer que les leçons sont bien sues. Or, c'est vraiment quelque chose qui fait défaut dans les apprentissages des enfants parce que certes, ça nécessite des efforts et ça nécessite du temps le travail du soir, mais en fait, c'est quand même un très bon moyen de s'assurer par cette exigence de leur savoir, quoi, tout simplement. Donc, pour vous, c'était pas tant le nombre d'heures de religion par semaine dans votre collège hors contrat, c'était vraiment parce qu'on travaillerait davantage et on ferait les devoirs, quoi. Surtout, on a une exigence avec les enfants qui est avant tout leur demande. C'est-à-dire que moi-même, j'ai des enfants qui, en primaire, dans le public, me disaient « Mais maman, la maîtresse, elle attend rien de moi, en fait. » Ça, c'est dur quand même, quand elle vous dit ça. Et pourtant, ce sont des très bons instituteurs. J'ai encore des enfants aujourd'hui dans le public, en primaire. Espérons qu'il en reste quand même. C'est un problème de programme, de loi, comme vous l'avez dit. Jean-Rémy Girard s'est dit « C'est la loi ». Mais alors, vous le regrettez ou vous le regrettez pas? C'est un vrai problème parce qu'effectivement, à l'école primaire, on n'a pas le droit de donner des devoirs dans le public. Ça, c'est pour le primaire. On n'a pas le droit à l'école primaire. Et vous le regrettez? Une fois encore, c'est un souci parce que, en soi, ce serait mieux d'avoir des devoirs, mais à partir du moment où on met des devoirs, nous on est plutôt pour les devoirs au SNALC, il faut qu'il y ait les conditions pour que les élèves puissent les faire. Et on a un certain nombre de familles où les élèves sont dans des conditions qui ne leur permettent pas de faire des devoirs chez eux. Qu'est-ce que vous dites à ces parents qui vous écoutent sur Sud Radio? Vous leur dites allez dans le privé pour le primaire parce que sinon vous n'aurez pas de devoirs? Absolument pas. On leur dit pas ça. On leur dit qu'à un moment, il y a une différence entre le choix individuel, et aujourd'hui, on est dans un système de choix individuel, mais qui n'est pas tout à fait libre, puisqu'il y a des gens qui ont plus de choix que d'autres, voilà, très clairement, et le fonctionnement global du système éducatif. Nous, il ne s'agit pas de stigmatiser les parents qui mettent leurs enfants dans le privé. Il s'agit de stigmatiser l'État, parce que l'État ne fait pas son boulot, et l'État n'apporte pas aux établissements publics ce qui leur permettrait, j'allais presque dire, de concurrencer. C'est devenu un produit de consommation. L'école, il ne faut pas s'étonner que les parents aient des comportements de consommateurs. On a parlé, enfin, on a lâché le mot la concurrence, mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais qu'on revienne avec vous tous, c'est qu'on est censé faire une émission sur le privé, et on ne parle que d'une chose, les problèmes du public. Comme quoi, je suis désolé, Luc Vier, mais manifestement, ce qui fait que le privé existe et se porte si bien, c'est aussi que le public va mal. Je retiens un mot essentiel, c'est aussi. Il est vrai, moi, pareil, je ne cache pas la vérité, il y a des cas de ce qu'on appelle le phénomène d'évitement, où on préfère choisir l'école privée sous contrat. Je répète, la différence entre le privé sous contrat et le hors contrat est considérable. Peut-être plus grande encore que la différence entre le public et le privé sous contrat. Oui, il y a ce phénomène-là. Il y a aussi quand même, il ne faut pas l'oublier, beaucoup de choix. Il y a des familles qui choisissent délibérément l'enseignement privé sous contrat, l'enseignement catholique en particulier. Et moi, je sais, pour avoir siégé pendant 12-13 ans à la commission permanente de l'enseignement catholique, qu'il y a dans notre institution une véritable volonté de s'ouvrir à des publics extrêmement larges. Mais là, une fois, et je serai d'accord avec Jean-Rémy, l'État ne fait pas son boulot. On essaye d'ouvrir des classes, des Ulysse ou des regroupements, des choses particulières, on nous les refuse. Parce que c'est un statut qu'on réserve à l'enseignement public. C'est un peu ahurissant de la part de la puissance publique. L'enseignement catholique, et Dieu sait que je ne suis pas son représentant, consacre chaque année 100 emplois depuis une quinzaine d'années sur sa dotation.
pour ouvrir des classes qu'on appelle de réussite éducative, qui vont prendre en charge ces jeunes, ces enfants à besoins spécifiques. Ce qui a une conséquence catastrophique chez nous, c'est que les autres classes sont surchargées pour pouvoir financer cette aide que les professeurs, les établissements essayent d'apporter à tous les élèves. Donc je suis d'accord, il faut vraiment revoir un petit peu ce système. Moi, tout ce qui est notion de concurrence et tout ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter. On n'est pas l'un contre l'autre, on est l'un avec l'autre. Nous sommes l'enseignement privé associé à l'État et j'aimerais bien que ce soit un peu plus une réalité. Et malgré tout, on ne parle que d'une chose depuis le début de cette émission, c'est de vases communicants, puisque les enfants des uns peuvent aller dans les établissements des autres et ainsi de suite. Restez avec nous, vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, le public et le privé, on en parle. Est-ce que les enfants du privé sont plus favorisés que les enfants du public? C'est une des questions qu'on se pose. 0826 300 300. Dans un instant, on va donner la parole à un prof. Il s'appelle Hervé, il a 68 ans, un prof à la retraite justement. Il était dans le public toute sa carrière. Comment il vit la différence entre ces deux systèmes? On en parle avec nos invités. À tout de suite sur Sud Radio. J'ai fait les deux écoles, mais j'ai tout oublié. On pourrait chanter presque. On parle du public et du privé, en particulier du collège, même s'il n'y a pas classe aujourd'hui. Est-ce que les enfants du privé sont plus favorisés que les enfants du public? On en parle avec nos invités Jean-Rémy Girard, Nathalie Duval et Luc Villet qui est avec nous. On en parle aussi avec vous tous qui nous appelez au 0826 300 300. Hervé prend la parole depuis les Hauts-de-Seine. Vous nous appelez d'Antony. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous êtes prof à la retraite? Oui, exactement. Oui, j'ai fait tous les niveaux, collège, lycée et puis université, Paris 3 pour pas nommer, Paris 3 Sorbonne. Donc, si vous voulez, moi, j'ai humblement, j'ai l'impression que c'est un faux débat parce qu'on n'est plus en 1880 où on ne sait où en 1950 où on pensait encore république et monarchie. Donc, il y avait le privé et le public. Il y avait deux idéologies qui s'affrontaient, et notamment l'école républicaine. Mais si vous voulez, le problème, je crois qu'il est pas là, malheureusement, c'est que depuis au moins une trentaine d'années, si vous voulez, les élites, une grande partie des élites que je connais, que je fréquente, qui ont participé, si vous voulez, à la refonte des programmes, ont organisé en fait la débâcle intellectuelle de l'éducation nationale. Ouais. Vous étiez prof dans quoi, vous, Hervé? Moi, je suis historien, je suis histoire. Ouais, histoire, donc vous étiez prof d'histoire géo, mais dans le public? Dans le public, exactement. Ouais. Et ça va beaucoup moins bien aujourd'hui dans le public? Bah, bien sûr, c'est pour ça qu'une partie des classes moyennes et puis même des classes populaires, moi je le vois notamment Antony, vont notamment dans une école privée sous contrat d'association catholique parce que, si vous voulez, certains collèges c'est vraiment une catastrophe. C'est-à-dire que l'administration alors centrale ne fait pas l'effort, elle a baissé le niveau systématiquement. Je vais vous donner un exemple très précis. J'ai fait faire l'année dernière un élève de 5e que je connaissais, qui est un bon élève, mais sans plus, il a fait sans problème le brevet. C'est quand même pas normal. D'autre part, on a baissé, c'est-à-dire que le niveau de 3e actuellement, en fait c'est niveau 5e et ça continue de baisser. Et si vous voulez, les directives, quand on fait passer le brevet ou le bac, si vous voulez, on le donne à tout le monde, c'est ce que vous êtes à deux doigts de nous dire. Oui, exactement, on demande de ne pas être sévère et, si vous voulez, de changer les notes. Alors Hervé, j'ai une question, parce que quand même on est en train de parler du public et du privé, et j'aimerais que vous répondiez de manière assez rapide. Vous êtes prof du public, vous avez fait toute votre carrière dans le public. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il faut mettre ses enfants dans le privé? Parlons vrai. Je ne dis pas ça, mais je dis pas ça, mais si vous voulez, moi j'accepte très bien qu'on mette ses enfants dans le privé, puisque le public ne remplit plus sa mission. Donc vous ne l'encouragez pas, mais vous le comprenez, ce qui est oui, totalement. Mais je vous félicite pour votre diplomatie. Non, mais je comprends très bien, parce que les élites, y compris le ministre de l'Éducation nationale, actuellement, si vous voulez, qui est plutôt communautariste, malheureusement. Alors ça, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat, mais il a quand même mis, d'après ce que j'ai entendu, maintenant je voudrais vérifier, il a mis ses enfants au lycée Charlemagne, je sais pas. Alors j'ai pas d'informations sur le lycée précis Charlemagne. D'après mes sources, c'est l'école alsacienne. L'école alsacienne. L'école alsacienne, d'après mes sources, visite sur Internet, ça passe sur les réseaux sociaux. Puisque c'est le ministre lui-même qui l'a dit dans une interview. Et c'est une école, il a mis ses enfants dans le privé. L'école alsacienne, une école privée sous contrat, qui est dans le très chic arrondissement le très chic 6e arrondissement, l'école du Gotha, comme l'a étudié le journaliste Lucas Bretonnier. Donc quand monsieur le ministre de l'Éducation nationale vient nous voir, qui n'hésitent pas qui peuvent être eux-mêmes, qui se présentent eux-mêmes comme des produits de la méritocratie républicaine, tel que le ministre Pap Ndiaye, mais pour lequel ce ne pose pas de problème d'inscrire ses enfants dans
une école privée sous contrat, l'école alsacienne, l'école du Gotha. Exactement. Donc tous ceux que j'ai entendus ici, dans une certaine mesure, m'ont dit le public va mal, et c'est peut-être ce qui explique les chiffres qu'on a vus et la raison pour laquelle il y a une certaine fuite dans le privé. Vous nous expliquez que même le ministre de l'Éducation nationale a mis ses enfants dans le privé et qu'il y avait donc une raison. Merci Hervé pour votre témoignage, en tout cas depuis Antony au 0826 300 300. Maintenant qu'on a dit tout ça et qu'on a dressé ce constat, j'aimerais quand même qu'on arrive à cette conclusion. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'entends que le public va mal et que du coup c'est pour ça que beaucoup de parents mettent leurs enfants dans le privé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réforme le public ou est-ce qu'on interdit le privé ou est-ce qu'on le nationalise? Jean-Rémy Girard. Alors on ne pourra pas interdire le privé Non. du jour au lendemain de toute façon. Je crois qu'on a bien parlé des questions budgétaires qui étaient derrière. Luc Vier, on a parlé de manière très claire. Le privé permet à l'État de faire beaucoup d'économies, contrairement à ce qu'on pourrait faire des économies, penser. et aux régions et aux collectivités locales. Exactement. Encore plus. Mais ce qu'il faut faire, c'est oui, bien entendu, améliorer le public, soutenir les personnels de l'enseignement public et rester derrière eux, parce que nous, quand on se prend des parents consommateurs qui disent faut plus de devoirs, alors que celui d'à côté vous dit vous n'avez pas le droit de mettre des devoirs, vous comprenez que le professeur il a un petit peu de mal. Est-ce qu'il faudrait imaginer par exemple un quota à imposer dans le contrat entre l'État et le privé, un quota de personnes par exemple en situation défavorisée? Alors nous, ce qu'on défend, c'est pas forcément qu'ils soient en situation défavorisée, mais c'est qu'il y ait, oui, pour les établissements privés sous contrat, parce que le hors contrat on peut rien faire, pour les établissements privés sous contrat, une part de leur effectif qui soit dans le système de la carte scolaire. Parce qu'à un moment, le problème de base, c'est que le privé échappe complètement à ce système de carte scolaire. Alors, soit on supprime complètement la carte scolaire, vous aimeriez, mais ça va poser d'autres problèmes. Vous aimeriez que le collège privé du quartier prenne aussi les élèves du même quartier, même s'ils n'ont pas les meilleures notes. Moi, j'habite dans le 19e arrondissement. Je peux vous dire que dans les collèges du 19e arrondissement, il y a toute une catégorie de parents du 19e arrondissement qui ne mettent pas leurs enfants dans le collège du 19e arrondissement. Et vous aimeriez bien qu'ils reviennent aussi en partie. Est-ce que ça c'est c'est imaginable? Est-ce que c'est crédible, Nathalie Duval? Demander au privé de faire davantage d'efforts. Contre-compensation financière. Oui, payer le privé pour qu'il fasse davantage d'efforts sur la mixité scolaire. Parce qu'on ne le fera pas sans compensation financière. Permettre une mixité scolaire combinée à une mixité sociale, puisque c'est l'objectif aussi, et c'est ce qui est poursuivi par les statisticiens qui sont à l'origine de cet IPS, cet indice de position sociale. Pourquoi pas mais attention, néanmoins, à ne pas aliéner l'école à des objectifs définis par des économistes, par des sociologues qui veulent promouvoir absolument la mixité sociale et qui a un objectif louable, mais si les mesures, les manières de le rendre possible dysfonctionnent, vont créer finalement, vont à l'encontre de la réussite scolaire des élèves qui sont censés en bénéficier. Donc il ne faut pas faire de la mixité sociale à tous les étages et à toute force, c'est ce que vous nous dites? Et tester, pourquoi pas expérimenter dans des établissements pilotes pour voir si cela réussit et bénéfique aussi bien pour tous les types d'élèves en fait. Alors Luc Vier est toujours avec nous. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le privé accueille davantage d'élèves qui sont parfois en difficulté sociale? Non, je crois l'avoir dit. C'est effectivement, avec Jean-Rémy Girard, on est parfaitement d'accord là-dessus. Ce sont les moyens. Le ministère refuse d'accorder aux établissements privés sous contrat l'ouverture d'ULIS ou de sections pour jeunes. On rappelle ce que sont que les ULIS, parce que l'éducation nationale adore ce genre de barbarisme. Oui, alors j'espère n'être pas trop barbare, mais ce sont des unités où on regroupe un certain nombre d'élèves qui ont des besoins scolaires et des besoins humains particuliers. Voilà. Donc ils ont besoin de plus d'attention que les autres. Ils ont besoin de plus d'attention, ils ont besoin de plus de temps, ils ont besoin de plus de moyens, ils ont besoin de locaux adaptés. Enfin bon, il y a beaucoup de situations. Alors moi je répète, et je parle au nom des enseignants, pas de celui de l'institution, nous sommes tout à fait disposés à acquérir une plus grande mixité sociale. On en parle souvent, l'institution en parle aussi, il faut être honnête, mais effectivement, pour l'instant, on ne peut pas. Parce que dès qu'on essaie d'ouvrir une classe à effectifs réduits, ce sont les autres classes qui ont des effectifs surchargés. L'autre question, qui est quand même une des raisons aussi, du désamour parfois entre le personnel du public et du privé, est-ce qu'il est possible de demander au privé d'arrêter d'exclure certains élèves qui se retrouvent dans le public ? Alors, je répète, les phénomènes d'exclusion sont rarissimes, rarissimes. Et j'ai même entendu, mais ça c'est une anecdote, une maman d'élève dire « mais moi j'ai pas mis mon enfant dans l'école catholique parce que tous les enfants en difficulté se retrouvent dans l'école catholique ».
Ça Voilà. existe aussi Du public. Ça existe. Des élèves en échec dans le public. Ouais. Qui Il y a trouvent, quelques établissements une solution dans le privés privé. qui Mais j'ai sont bien des dit sortes que c'était une d'établissements anecdote. de la Voilà. dernière chance ou d'établissements. Voilà. Et qui Mais une sauvent fois des encore, élèves. c'est Tout à fait. très très Des Donc, dangereux. voilà. établissements qui Moi, sauvent des élèves en échec dans le public. Ouais. Ouais, moi je répète, parce que ça me tient vraiment à cœur. Ouais. J'ai pas du tout envie qu'on oppose le privé et le public. Mhm. Ce sont deux systèmes qui sont parallèles, qui fonctionnent ensemble. Et je répète que la mixité sociale aussi, c'est pas quelque chose qui se force. Aux États-Unis, on l'a fait pendant des décennies. Ça s'appelait le busing. Vous vous rappelez ces grands autocars jaunes qui allaient d'un quartier à l'autre pour assurer la mixité sociale. C'était un échec. Ça n'a pas absolument pas marché. Ça ne s'invente pas et ça ne s'improvise Non, pas. et ça Ce ne sera le mot de la fin. pas. Voilà. Et ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup. Luc Villet, je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique. Merci à Nathalie Duval, professeure agrégée et docteur en histoire contemporaine à Sorbonne Université. le nouveau nom, il faut le retenir, on va s'y faire. Jean-Rémy Girard, merci à vous Merci. également, président du SNALC, le syndicat de l'éducation nationale et du supérieur, vos groupes et du public comme du privé. Chers amis, restez avec nous, parlons vrai.